Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Diane Ballonnade-Roland, Magical Timing, l'art de retrouver du temps pour soi, paru en 2017 aux éditions Rustica. Résumé. Je n'ai pas le temps, je suis débordée, je ne sais plus où donner de la tête, je suis trop fatiguée, je suis trop stressée, je ne peux pas me poser, je cours toute la journée. Combien de fois en une semaine entendons-nous ou prononçons-nous une de ces phrases à l'heure où nous sommes de plus en plus nombreux à avoir l'impression que tout va trop vite? Découvrez une nouvelle façon d'appréhender votre temps, zen et déculpabilisante. Prenez conscience de votre relation au temps, améliorez-la, initiez-vous à l'art de la pause, tentez l'expérience des réveils matinaux, ou choisissez vos moments personnels en fonction de votre rythme. Accordez à nouveau votre pleine attention à vos proches. Et grâce au carnet pratique, mettez tout de suite en application vos nouvelles résolutions. Il est temps de ne plus vivre vos journées de la même façon. Cet ouvrage est composé de 2 parties, l'une pour prendre conscience de son rapport au temps et la seconde pour mettre en pratique. Il y a également des pages de notes, mais aussi un résumé de 50 points essentiels à retenir pour se réapproprier son temps. Et enfin, vous avez mon carnet pratique pour passer concrètement à l'action. Je vous présente maintenant l'avant-propos de cet ouvrage. Vous en avez assez d'être débordé, fatigué, stressé et de courir après le temps. Vous vous sentez prêt à ralentir le tempo, à alléger votre agenda et à dégager du temps pour vous, pour vos projets et pour votre famille, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment vous y prendre. Vous ne voulez plus subir, mais au contraire, vous recentrez sur l'essentiel et vous réappropriez enfin votre temps. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. De fin 2015 à mai 2016, l'Observatoire des consommations émergentes a réalisé une étude dans 6 pays développés, au Japon, en Turquie, aux États-Unis, en Allemagne, en France et en Espagne, auprès de plus de 12 000 personnes. Le but, savoir globalement quel regard nous portons sur nos conditions de vie et à quelle existence nous aspirons vraiment. De façon à saisir pleinement leurs aspirations, le questionnaire a placé les personnes interrogées dans une double perspective leur permettant de se projeter dans un futur à la fois lointain et idéal. Une sorte d'utopie, de mode de vie rêvé qu'elles souhaitent pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Les résultats sont édifiants, ils montrent des aspirations similaires au sein des 6 pays, révélant un idéal de vie commun en rupture avec les modes de vie contemporains. Premier constat, notre rythme de vie est à revoir. Le manque de temps est ainsi vécu comme un obstacle à l'aboutissement de nos aspirations. À l'opposé des modes de vie actuels, le ralentissement des rythmes de vie constitue un élément essentiel pour accéder à une existence idéale. 74% des répondants estiment que le rythme de vie dans la société actuelle est trop rapide. 80% en France, Allemagne, Espagne, États-Unis. 78% souhaitent personnellement ralentir. 82% en France. 50% indiquent manquer de temps actuellement pour faire ce qu'ils veulent ou doivent faire. 60% en France. Pourquoi souhaitent-ils réorganiser leur rythme de vie? Pour 90%, c'est pour accorder plus de temps à leurs proches et pour 89%, c'est pour s'accorder plus de temps à eux-mêmes. Corollaire, seuls 7% se consacreraient davantage à leur travail, mais la quasi-totalité souhaiterait des horaires plus souples. Un cinquième des sondés sacrifierait même une partie de ses revenus contre plus de temps libre. Cette aspiration à disposer de plus de temps libre est enfin plus perceptible parmi les nouvelles générations. L'intention qui m'anime à travers ce livre est de vous convaincre que cette aspiration de ralentir le rythme et d'avoir plus de temps libre, pour soi comme pour ses proches, n'a rien d'une utopie, bien au contraire. Elle est à la portée de chacun d'entre nous et nul besoin pour y accéder de partir s'installer dans un coin reculé du monde. Se réapproprier son temps, car c'est bien cela dont il est question, relève d'abord d'un choix pris en conscience, point de départ d'une série d'actions concrètes et d'ajustements dans son quotidien. C'est ce choix que je vous propose de faire aujourd'hui. Introduction. Face à l'accélération du temps, prenons le temps de nous poser, osons ralentir en soi, chez soi, mais aussi au travail. Et commençons à nous réapproprier consciemment notre temps. Comment faire en sorte qu'une personne qui se sent constamment débordée, bousculée par le temps, cernée de toutes parts par les obligations, avec cette sensation diffuse de n'avoir aucune marge de manœuvre pour vivre différemment et respirer, puisse reprendre la main sur son temps et voir enfin l'horizon s'éclaircir. Et ce, sans recette miracle, mais avec de bons appuis. Pour tout vous dire, cette question m'obsède. Elle m'habite en permanence, toute l'année. Mon plaisir à moi, après tout, chacun le sien, c'est de permettre à cette personne, à travers une ou plusieurs prises de conscience et l'appropriation d'outils simples, de changer en profondeur le regard qu'elle porte sur le temps. Rien ne va véritablement changer dans sa vie. Son travail, sa famille, ses obligations seront les mêmes. Et pourtant, tout va changer. Sa perception du temps et des possibilités qu'elle pense désormais avoir entre les mains va complètement évoluer. Ce livre, que j'ai voulu résolument pratique, s'appuie sur le travail que je mène depuis plusieurs années auprès de centaines d'hommes et de femmes en quête d'une relation au temps pacifiée. Il est un condensé de ma démarche que j'ai structurée et affinée au fil de ces accompagnements et qui se fonde sur une approche en 4 temps. En numéro 1,
Un temps pour l'introspection, dresser un état des lieux juste, objectif, lucide de son équilibre ou déséquilibre actuel. En numéro 2, un temps pour la réflexion. Mettre en question et bousculer ses habitudes, ses croyances, réinterroger ses choix, identifier ses marges de manœuvre et imaginer d'autres possibles. En numéro 3, un temps pour l'action. Faire des choix en conscience, se positionner clairement et passer à l'action, en posant des actes concrets. Et en numéro 4, un temps pour l'intégration et la consolidation. 4 temps bien distincts qui aboutissent à des prises de conscience profondes, mais qui permettent surtout d'amorcer des changements concrets et puis de les consolider dans la durée. Ainsi, dans la première partie de ce livre, je vous invite à mettre en perspective ce que vous vivez actuellement, à imaginer d'autres façons de faire et de vivre son temps. Tandis que dans la seconde partie, je vous propose de mettre les mains dans le cambouis en testant diverses stratégies afin que vous trouviez celle qui fonctionne pour vous. Se réapproprier son temps, un long chemin, assurément, et c'est tant mieux. Vous ne changerez pas votre relation au temps d'un coup de baguette magique ou d'un claquement de doigts. Progressivement, pas à pas, vous l'apprivoiserez, vous ferez ami-ami avec lui, vous comprendrez petit à petit que le temps n'a pas besoin d'être dompté et qu'il est bien votre meilleur allié. Alors, prêt à partager ce chemin avec moi ? Je vous propose maintenant un extrait de l'ouvrage situé dans la seconde partie, Mettre en pratique. Se réapproprier son temps au quotidien. Vous pourrez retrouver cet extrait, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Se réapproprier son temps au quotidien. Réhabiliter le plaisir dans la vie. Une vie sans plaisir, c'est un long voyage sans auberge. Citation de Démocrite. Nos journées sont rythmées, nous le savons, par un certain nombre d'obligations auxquelles nous devons invariablement nous soumettre. Se lever tôt, un plaisir pour certains, une vraie torture pour d'autres. Partir travailler chaque jour à la même heure et subir le même trajet, prendre des transports en commun ou s'engager à contre-cœur dans un embouteillage. Se livrer à un certain nombre de tâches au travail qui parfois nous rebutent. Devoir faire quelques courses au retour, passer un appel délicat, nous atteler aux tâches domestiques, etc. En réalité, nous sommes tous logés à la même enseigne, car les obligations font partie de la vie et il serait puéril de croire qu'il est possible de les bannir. Mais combien de petits plaisirs nous accordons-nous chaque jour ? Quelle place accordons-nous au plaisir et à la joie dans notre vie ? Ne répondez pas au hasard et faites le bilan dès aujourd'hui et dans les jours à venir du nombre de petits plaisirs qui émaillent votre quotidien. En comptez-vous 1, 2, 3, 4, voire plus ? Vous arrive-t-il au contraire de vivre une journée sans le moindre plaisir ? Difficile bien sûr de parvenir à un équilibre parfait entre plaisir avec un S donc et obligation. Il est davantage question d'un subtil rééquilibrage entre les deux, laisser une place un peu plus importante au plaisir dans notre quotidien. S'alerter peut-être aussi si l'on constate après ce bilan que le plaisir est carrément absent de nos journées, comme cela arrive parfois. Comprendre enfin qu'en alternant plus souvent nos obligations avec des petites tranches de plaisir ici et là, nous nous permettons de mieux supporter ce qui dans notre quotidien nous semble pesant, contraignant, fatigant et contribue à nourrir notre lassitude. À titre personnel, j'aime plus que tout me poser à une terrasse au soleil et déguster un bon café entre 2 rendez-vous ou après une réunion éprouvante. Un plaisir simple qui ne coûte presque rien si ce n'est le prix d'un café. Ce sont des petits moments comme celui-ci, par essence propre à chacun, qui vous aideront à supporter la cadence folle du quotidien. Si je n'avais pas ces petits instants de pur plaisir pour décompresser, j'aurais, c'est certain, des difficultés à tenir le rythme et je m'essoufflerais plus vite. Voilà qui donne tout son sens à l'expression « recharger ses batteries ». Réinventer ses matins en devenant morningophile. Se lever tôt, si possible avant l'aube, est devenu ultra tendance. Difficile en effet d'échapper à la déferlante de livres qui vantent les mérites d'un lever très matinal. S'octroyer pendant que le monde dort encore un supplément de vie, d'1 à 2 heures reste parfois, j'en conviens, le seul moyen dont nous disposons pour nous adonner aux activités destinées à nourrir notre corps et notre âme. Méditer, faire du sport, lire, écrire ou encore se cultiver. L'objectif est clair, abandonner nos mauvaises habitudes au profit de celles qui favoriseront la concrétisation de nos projets et feront de nous des êtres meilleurs. Cette méthode présentée comme miraculeuse a connu, vous n'y avez probablement pas échappé, quel que soit le point du globe où vous vivez, un écho retentissant tant auprès du public qu'auprès des médias. Et pour cause, ce temps bonus, souvent renié sur celui du sommeil, a toujours été très largement valorisé par la société. Exemple de grands hommes ultramatinaux à l'appui. L'inconscient collectif continue ainsi d'associer le réveil matinal à la notion de performance, d'excellence et de réussite. Plus nous nous levons tôt, plus nous sommes des winners. A contrario, celui qui choisit de se lever tard flirte dangereusement avec la fainéantise, la médiocrité et le laisser-aller. C'est bien connu, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Nous verrons plus loin que le raccourci est un peu rapide et que nous avons tout à gagner à respecter, quand nous le pouvons, notre horloge biologique. Il n'empêche qu'au-delà de l'injonction d'excellence qu'elle semble véhiculer, l'idée de fond est intéressante, à condition de l'adapter à son contexte de vie et d'être en phase avec son rythme personnel. Bien que je sois convaincue que se lever tôt pour se consacrer à son développement personnel n'est pas fait pour tout le monde, n'est pas morningophile qui veut, la seule perspective de réinventer ses matins, à sa manière, est plutôt séduisante et mérite qu'on s'y attarde quelques instants.
Vous avez lu plusieurs articles sur le sujet, visionné quelques reportages à la télévision et su que plusieurs de vos amis étaient devenus des adeptes inconditionnels du lever matinal. Votre curiosité est piquée, vous y pensez depuis plusieurs semaines et vous êtes prêt à tenter l'expérience? Surtout, lancez-vous, vous serez fixé. Mais avant de vous lancer, préparez-vous correctement. Déterminez d'abord la durée de la période durant laquelle vous allez vous livrer à cette expérience. Elle doit être claire dès le départ. Ne cherchez pas d'emblée à installer cette habitude durablement dans votre vie. En vous donnant pour simple objectif de vérifier par vous-même si cette pratique vous correspond, vous vous préservez d'une pression inutile. Fixez également la date de votre premier réveil matinal et reportez-la sur votre agenda. Réfléchissez à l'heure de réveil qui vous semble acceptable. Il ne sert à rien de vouloir viser trop tôt, trop vite. Si vous choisissez de vous lever 1 heure plus tôt que d'habitude, avancez d'autant l'heure de votre coucher. Aucun intérêt à viser l'excellence à l'aube si la privation de sommeil vous rend totalement inefficace en journée. Définissez très précisément en amont à quoi vous allez consacrer ce moment qui vous appartient. Si votre feuille de route n'est pas limpide au moment où vous vous réveillez, vous risquez de renoncer à votre résolution dès le premier œil ouvert. Mais au fait, pourquoi ai-je décidé de me lever à cette heure-là déjà ? Je ne sais plus, bon, tant pis, je me rendors. Si en revanche, vous avez bien en tête au moment de sortir de votre lit tout chaud votre programme du matin, votre détermination sera sans faille. Clarifiez enfin un dernier point, ce temps doit vous être exclusivement réservé. Exit votre to-do list, elle attendra. Et si vous n'êtes pas du tout du matin? Parmi la multitude d'articles publiés en quelques mois sur la folie des morningophiles, l'un d'entre eux, paru dans le mensuel Management en juin 2016, a particulièrement attiré mon attention. Il est intitulé « Le diktat des lève tôt, faut-il vraiment se lever tôt pour réussir ?» En voici un extrait. Attention à la tyrannie des perfectionnistes. Pour autant, doit-on accepter cette dictature d'une poignée de lève-tôt et se sentir tout penaud parce que le soleil brille déjà quand on ouvre les rideaux? Alors si vous décidez de vous rendre à un before work, soyez sport. Évitez de faire du bruit exprès ce matin-là et laissez votre partenaire dormir tranquillement. Rappelez-vous, le roupillon n'est pas plus un signe de décadence morale que de médiocrité. M'intéressant de près dans le cadre de mes activités à la chronobiologie, je m'interroge sur la répercussion à long terme de cette mode venue d'outre-Manche qui, je cite, incite à vouloir faire rentrer tout le monde dans le rang et donne l'illusion qu'on peut maîtriser son corps, son sommeil, sa santé et même son épanouissement. Les morningophiles sont décrits comme, je cite, des personnes curieuses et dynamiques qui aiment créer et entreprendre. Ce sont généralement des trentenaires qui travaillent dans les nouvelles technologies, des entrepreneurs ou des artistes. Leur motivation varie. Profiter du calme des premières heures, être plus productif, aborder la journée de façon plus sereine, etc. Mais ces réveils ultramatinaux conviennent-ils réellement à tout le monde? Pas si sûr quand on sait combien il importe pour chaque personne de respecter ses besoins spécifiques. Non seulement en termes de durée de sommeil, mais aussi de rythme. Les risques d'hypertension, de diabète, d'obésité et de diminution des défenses immunitaires sont directement liés au manque de sommeil. La majorité des personnes a besoin de dormir 8 heures en moyenne, en général de 23 heures à 7 heures. Seule une poignée de petits dormeurs, 20% seulement, a besoin de moins de 6 heures par nuit. Entre le temps libre du soir et le temps libre du matin, il vous faudra donc choisir, sous peine de déséquilibrer votre rythme biologique personnel. Selon Joëlle Adrien, neurobiologiste et présidente de l'Institut national de sommeil et de la vigilance, contraindre son horloge biologique interne est délicat. On peut la modifier un peu, mais au prix d'une régularité sans faille. Réglée génétiquement, elle reviendra toujours naturellement à son rythme. Si l'idée de vous lever tous les matins à 5h30 pour lire, aller courir ou méditer ne vous enchante guère, rassurez-vous, votre vie n'est pas fichue pour autant, pas plus que vous n'êtes un loser. Relevez la tête et regardez plutôt les autres marges de manœuvre dont vous disposez dans votre agenda. Pause méridienne, fin de journée, soirée, week-end, journée off, temps dédié à la réflexion en cours de journée, les occasions ne manquent pas. Ne vous conformez pas aux dictats imposés par la société, bousculez les codes et choisissez plutôt, une fois vos réelles contraintes identifiées, le rythme de vie qui vous correspond à vous, indépendamment des modes et des recettes clés en main, aussi séduisantes soient-elles. Décompresser en fin de journée et en soirée. Le fameux marathon du soir, bien connu de la plupart des parents, n'est pas une fatalité. Il est tout à fait possible, et je m'attache dès que je peux le démontrer, de faire relâche le soir. Je rencontre beaucoup trop de parents qui vivent leur fin de journée sur le même rythme que le reste de la journée, c'est-à-dire en apnée. Sitôt le seuil de la porte franchi, les activités s'enchaînent les unes après les autres, sans le moindre répit jusqu'à l'heure tardive du coucher. Devoirs, bain, préparation du repas, linge à étendre, dîner, vaisselle, rangement, balai, etc. Quel supplice! Je pars d'un postulat très simple, le soir c'est fait pour souffler, décompresser et relâcher la pression accumulée au cours de la journée, que l'on soit célibataire ou à la tête d'une famille de 4 enfants. Impossible? Creusons un peu. Cela commence dès le retour à la maison. Rentrer chez soi après une longue journée à l'extérieur devrait être idéalement vécu comme un moment teinté de douceur et de réconfort. Prenez le temps, en franchissant le seuil de votre porte, de reconnecter avec le sentiment d'intimité que vous procure votre intérieur. Appréciez cet instant privilégié, que vous soyez seul ou accompagné de vos enfants.
Faites ce que vous avez à faire, posez les sacs, rangez les chaussures, lavez-vous les mains, etc. Puis accordez-vous un vrai moment pour décompresser. Là, maintenant. Pas plus tard, à 21h, quand les enfants seront couchés, non, maintenant. Car c'est ce moment-là en particulier qui va vous permettre de relâcher la pression. Prendre le temps de discuter avec votre enfant pour lui donner l'occasion de raconter sa journée, ou encore faire un petit câlin avec votre dernier, ou échanger avec votre conjoint. Posez-vous simplement et faites tranquillement, naturellement, redescendre la tension de la journée. Il sera toujours temps, après cette pause bien méritée, de vous attaquer aux devoirs et au repas. Et lorsque le moment sera venu de vous y atteler, vous constaterez contre toute attente que la pression n'est plus aussi forte, voire qu'elle a complètement disparu. Vous vous sentirez désormais apaisé. Vos enfants aussi, car vous aurez su vous poser et vous rendre disponible pour eux. De quoi parlons-nous au juste? D'un petit quart d'heure, d'une demi-heure tout au plus? Pas de quoi chambouler votre organisation ni vous mettre en retard sur votre programme du soir. Mais un bénéfice réel et immédiatement mesurable sur votre niveau de stress et votre disponibilité. Vous aborderez les tâches que vous vous apprêtiez à attaquer manches retroussées avec un état d'esprit complètement différent, plus détendu et plus ouvert. Libre à vous enfin de définir quelques rituels qui permettront à votre cerveau de comprendre instantanément que votre journée est terminée et qu'il est temps de basculer sur un rythme différent. Prendre une douche en rentrant, enfiler une tenue confortable, vous servir un verre de jus de fruits, mettre de la musique au lieu d'allumer la télévision, prendre le temps de jouer avec votre chat, etc. À chacun ses rituels, à vous d'inventer les vôtres, ceux qui sauront vous donner le signal que l'heure est venue de décompresser et de vous sentir bien chez vous. Préservez ces week-ends. Savoir profiter de son week-end est un art subtil et délicat qui consiste à trouver le meilleur équilibre entre le temps de l'action, tissé de tâches plus ou moins contraintes, comme faire les courses hebdomadaires, entretenir la maison, le jardin pour certains, conduire les enfants à leurs activités et aux compétitions, etc. Et le temps du ressourcement qui s'appuie à la fois sur le repos, faire une grasse matinée en famille, s'accorder une sieste le dimanche après-midi, etc. Et sur ce qui va contribuer à recharger nos batteries. Par exemple, aller boire un verre, dîner chez des amis le samedi soir ou encore flâner le dimanche matin au marché. Or, le temps du ressourcement, pourtant nécessaire à notre récupération et à la bonne gestion de notre énergie, a tendance à s'amenuiser au profit du très gourmand temps de l'action. Et pour cause, nous espérons faire rentrer dans les 2 jours du week-end tout ce que nous n'avons pas eu le temps de faire en une semaine au détriment de notre repos et de notre détente. Difficile, il faut bien l'avouer, de faire autrement certaines fois, mais nous pouvons de temps en temps nous organiser en amont pour libérer notre fin de semaine de sa longue liste d'obligations. Et si cette semaine, nous nous passions tout simplement d'une tournée de courses alimentaires pour nous satisfaire de ce que nous avons déjà en stock? Et si nous renoncions à cette nouvelle invitation pour coucouner en soirée, en regardant la dernière saison de notre série préférée? Et si enfin nous nous offrions le temps d'un slow week-end, une journée sans montre pour ralentir en famille? Désactivons les alarmes de la maison, y compris celles de nos smartphones, et laissons-nous porter par notre tempo intérieur. Levons-nous quand nous en avons envie, mangeons quand nous avons faim, retournons nous prélasser au lit pour lire, nous détendre ensemble autour d'un jeu de cartes ou simplement nous reposer. À quoi servent vos week-ends et sur quel rythme les vivez-vous? Vivez-vous vos week-ends à 100 à l'heure? Avez-vous l'impression de ne pas suffisamment en profiter? Ou encore que votre week-end se termine déjà alors qu'il vient à peine de commencer? Démarrez-vous votre semaine fatiguée d'avance avec le sentiment de ne jamais véritablement vous reposer et d'enchaîner obligation sur obligation? Si la réponse est oui, il est temps de réagir. Le meilleur moyen de profiter le plus souvent de votre week-end est de définir en amont à quoi vous souhaitez et non plus devez le consacrer. Positionnez-vous, faites des choix audacieux, prenez des risques, sortez de vos habitudes bien rodées, testez une autre façon de le vivre et tirez-en les conséquences. Comme le reste de notre agenda, le week-end est ce que nous en faisons. Il ne tient qu'à vous de mettre le temps sur pause quand vous en ressentez le besoin et de goûter aux joies simples d'un moment de détente, sans penser à la semaine écoulée ou à celle qui vient, avec pour seul but de vous sentir bien. Le meilleur des programmes pour démarrer une nouvelle semaine avec une énergie renouvelée. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous arrivez à trouver du temps pour vous, que ce soit la semaine ou le week-end, et qu'est-ce que vous mettez en place. Je suis sûre que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo sur le livre de Magical Timing de Diane Ballonade-Roland, L'art de retrouver du temps pour soi, paru aux éditions Rustica, et je vous proposerai 50 points essentiels à retenir pour se réapproprier son temps. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut aider et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés, et moi je vous dis à très bientôt.